Au Sahel, un pays qu'on disait au bord de la rupture voit pourtant ses marchés, ses écoles et ses puits reprendre vie. Entre plus de 2 millions de déplacés et près d'1 million de retours, le Burkina Faso dessine une trajectoire qui bouscule toutes les prévisions. Comment expliquer que, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, ce territoire classé dans les alarmes humanitaires devienne soudain un laboratoire de souveraineté quotidienne pour des familles ordinaires? C'est cette bascule silencieuse au cœur de l'actualité du Burkina Faso que nous allons suivre pas à pas. Dans les prochaines minutes, ce récit ne se contentera pas de répéter des chiffres et des slogans officiels. Il montrera comment un pays en guerre transforme la survie en souveraineté. Pour comprendre le pari d'Ibrahim Traoré, il faut suivre la chaîne complète. Sécuriser les routes, faire revenir les déplacés, relancer les récoltes, puis ancrer ses progrès dans des habitudes ordinaires. C'est là que se jouent les enjeux réels, bien au-delà des polémiques sur l'Ibrahim Traoré Burkina Faso, que l'on voit circuler dans certaines Burkina Faso News. Derrière chaque école rouverte, chaque forage réparé, se cache une question simple mais décisive. Ce modèle peut-il tenir sans perfusion extérieure? Et surtout, que change-t-il pour une mère, un commerçant, un jeune tenté par l'exil? Rester jusqu'au bout de cette analyse, c'est obtenir une carte de lecture pour décoder les images, les interviews et chaque nouvelle Ibrahim Traoré interview qui apparaîtra dans les prochains mois. Et c'est aussi mesurer ce que ces choix disent et diront de notre époque. Voici la première surprise. Là où près de 40% du territoire burkinabé échappait encore à l'État en 2022, une grande partie est aujourd'hui à nouveau praticable, et plus d'1 million de personnes sont revenues dans leur village. Deuxième constat, plus discret mais tout aussi massif. 28 bataillons d'intervention rapide quadrillent désormais le nord et le centre, pendant qu'un plan agropastoral d'1 milliard de dollars change silencieusement la façon de produire et de manger. Pour comprendre ce retournement, il faut revenir en arrière, à ce mois d'octobre 2022, où Ibrahim Traoré, encore capitaine, apparaît quelques minutes à la télévision pour annoncer que le Burkina Faso n'a plus le luxe d'attendre. À ce moment-là, les routes sont coupées, les écoles fermées, des pans entiers de l'armée doutent, et les convois civils n'osent plus quitter les grandes villes. La doctrine qui se met en place est brutale dans sa simplicité. Frapper vite pour rouvrir les axes, puis rester, en associant soldats, policiers, volontaires civils et administration locale, afin d'empêcher le vide de revenir. Concrètement, chaque village libéré doit retrouver 3 choses en quelques semaines. Une présence de sécurité identifiable, un point d'eau fonctionnel et au moins un service public, école, clinique, marché officiel, qui redonne un rythme. Ce n'est qu'après cette base que viennent les équipes chargées de recenser les familles dans le registre social unique, de distribuer les premiers kits de semences, d'outils ou de chèvres, puis d'installer les cliniques mobiles liées au système de santé RAMU. Autrement dit, la reconquête n'est pas pensée comme une succession de victoires militaires à montrer aux caméras, mais comme une remise en route progressive de la vie ordinaire, mesurable en repas servis à l'école, en forages réparés, en marchés hebdomadaires qui reprennent. Cette chronologie, souvent résumée en quelques images spectaculaires, cache en réalité une méthode lente, presque obstinée, qui consiste à transformer chaque kilomètre rouvert en promesse de continuité, plutôt qu'en simple drapeau planté. Pour prendre la mesure de ce basculement, il suffit de suivre quelques visages devenus malgré eux des personnages de cette reconstruction. À Barcelogo, Awa, institutrice, a passé 2 ans en exil avant de rouvrir, un matin de saison sèche, une salle de classe repeinte à la chaux. Les pupitres sont neufs, les cahiers datent de la dernière distribution. Et juste devant la porte, un soldat veille, non pour intimider, mais pour garantir que l'école ne refermera pas, au prochain tir entendu au loin. Chaque matin,
Awa inscrit sur le tableau les prénoms d'enfants que l'administration pensait perdus dans les colonnes de déplacés internes. Sous la crêpe blanche se recompose une statistique à visage humain, celles et ceux qui, sans caméra ni discours, décident de revenir. À quelques kilomètres de là, Souleymane a transformé un abri de tôle cabossé en petit atelier de réparation de motos. Avant, il fuyait presque chaque semaine, dormant chez des cousins, puis chez des inconnus, au gré des rumeurs d'attaque. Aujourd'hui, il se plaint d'autre chose. Des pneus crevés, des pièces qui arrivent en retard, des clients qui négocient trop. Autour de lui, les femmes troquent le mil contre du savon. Les enfants courent entre les étals. La radio communautaire diffuse à nouveau en langue locale. Ces scènes n'effacent ni la peur passée, ni les risques qui demeurent, mais elles indiquent une bascule essentielle. La normalité redevient un horizon pensable et, surtout, partageable. Au fond, une seule question. La routine bat-elle la peur? Tout commence réellement à l'automne 2022, quand les écrans du Burkina Faso diffusent en boucle. On bosse quelques secondes d'allocution d'un capitaine encore peu connu. Ibrahim Traoré déclare que le pays n'a plus le luxe d'attendre et qu'il faut reprendre le nord coûte que coûte. Avant cette rupture, les cartes de situation ressemblent à un tissu troué. Près de 40% du territoire échappe à l'État. Les routes sont coupées, les convois humanitaires immobilisés, les écoles fermées les unes après les autres. Dans les Burkina Faso News de l'époque, une même idée revient. L'État recule, la peur avance. Le premier mouvement, le coup d'accélérateur, consiste à réorganiser la force armée en bataillons d'intervention rapide, avec des commandements plus proches du terrain et une logistique simplifiée. Les unités reçoivent une mission claire: frapper vite, rouvrir les axes, tenir les positions, ne pas abandonner les villages libérés après quelques jours. Au début de 2023, les premières opérations réussies dans le Sahel occidental marquent un tournant. Des villages considérés comme perdus voient revenir les patrouilles, les forages, puis les premiers camions de vivres. Les convois civils, d'abord escortés, recommencent à circuler. Les commerçants testent de nouveaux trajets. Les radios locales annoncent la réouverture de marchés hebdomadaires. Ibrahim Traoré se rend sur les sites libérés, souvent sans caméra, pour marteler le même message. Chaque kilomètre repris doit être vécu, pas seulement sécurisé. C'est la montée en puissance, le temps du haut de vague. En parallèle, le plan agropastoral d'$1 milliard est lancé. Semences locales, irrigation, appui aux coopératives, vaccination massive du bétail avec l'appui de la FAO. Sur le papier, cela ressemble à un programme de développement classique. Sur le terrain, c'est un pari beaucoup plus risqué, car il suppose que la sécurité tiendra assez longtemps pour que les récoltes arrivent à maturité. À l'été 2024, la trajectoire se fissure. De nouvelles attaques apparaissent en presque près des frontières, avec le Niger et le Mali. Certains observateurs extérieurs parlent déjà d'essoufflement, d'échecs annoncés. Les mêmes mots reviennent dans les chroniques critiques consacrées au Ibrahim Traoré Burkina Faso. Pourtant, au lieu de reculer, le pouvoir choisit de redéployer. Les bataillons se repositionnent, les patrouilles s'allongent. Et surtout, la présence civile est renforcée. Tribunaux coutumiers, registres scolaires, bureaux d'état civil rouvrent dans les zones disputées. Ce choix crée un coût immédiat. Plus de pression sur les unités, plus de risques. Mais il envoie un signal clair aux habitants. L'État n'est pas de passage. C'est la phase de décantation. Celle où l'on voit si la vague retombe ou si elle se transforme en courant durable. À la fin de 2025, les premiers bilans crédibles commencent à s'aligner. Plus d'1 million de déplacés sont rentrés, 28 bataillons sont opérationnels. La production vivrière progresse d'environ 12%. Les marchés de plusieurs provinces tournent à nouveau. Les convois humanitaires acheminent moins de rations d'urgence et davantage de contrats d'achat auprès des coopératives locales. Cette séquence, du choc de 2022 aux chiffres plus apaisés de 2025, compose la grande vague. Déclenchement brutal, montée rapide, puis
lente stabilisation. Reste une question que chaque famille se pose, loin des studios où l'on commente chaque nouvelle d'Ibrahim Traoré interview. Cette vague est-elle suffisante pour empêcher le retour du vide? Pour mesurer concrètement ce qui a changé au Burkina Faso, il faut descendre dans les chiffres. Pas ceux brandis dans les débats politiques, mais ceux qui prennent racine dans les gestes quotidiens. Le premier indicateur est signe massif. Plus d'1 million de déplacés internes sont revenus dans leur village entre 2023 et 2025. Ce chiffre, déjà impressionnant, ne prend son sens que lorsqu'on le relie au maillage sécuritaire mis en place. 28 bataillons rapides couvrent désormais le nord et le centre, chaque unité opérant sur environ 200 km². Autrement dit, ces retours ne sont pas un phénomène spontané. Ils correspondent à des zones où la présence de l'État est redevenue lisible et continue. Un deuxième chiffre éclaire la dimension économique de ce redressement. 1 milliard de dollars ont été mobilisés pour le plan agropastoral 2023-2025. La somme peut sembler théorique, mais elle se traduit en actions très concrètes. 8 filières, riz, maïs, viande, volaille, pêche, blé, tubercules et mangue, sont concernées. Dans un pays longtemps dépendant de l'aide alimentaire, investir massivement dans la production relève autant d'un choix politique que d'une stratégie de survie. Cette enveloppe financière soutient l'irrigation, les semences locales, les outils agricoles, la formation, mais aussi la campagne de vaccination nationale menée avec la FAO. Chaque bête protégée représente, pour une famille, un revenu futur et un coussin contre les périodes de soudure. Le troisième chiffre à examiner est ce plus 12% de production vivrière enregistré entre 2024 et 2025. À première vue, une hausse d'une dizaine de points peut sembler modeste. Pourtant, replacée dans un pays sorti de plusieurs années de déplacements massifs, de routes impraticables et de stocks détruits, cette augmentation change tout. Elle représente des centaines de milliers de tonnes de mil, de maïs et de haricots supplémentaires. Pour la première fois depuis une décennie, les greniers communautaires affichent un léger excédent. Ce gain ne garantit pas une autosuffisance totale, mais il indique que le système alimentaire cesse de s'effondrer et commence à se stabiliser. Ces trois données, les retours, les bataillons, la hausse de production, ne sont pas des indicateurs isolés, elles forment un triangle. Sans sécurité, les familles ne reviennent pas. Sans retour, il n'y a ni main-d'œuvre ni circulation. Sans circulation, il n'y a ni récolte ni marché. Le pari d'Ibrahim Traoré repose précisément sur cette articulation. En restaurant les conditions minimales d'une activité agricole régulière, il sécurise à la fois les revenus, le ravitaillement et une partie du tissu social. Un dernier élément mérite d'être ajouté pour donner de l'épaisseur aux chiffres. La réorientation du programme alimentaire mondial. Autrefois importateur de vivres, pour secourir les zones vulnérables, le PAM achète désormais une partie de ses approvisionnements directement auprès des coopératives burkinabées. Cela signifie que les excédents locaux, même modestes, trouvent preneur. Cela signifie aussi qu'une portion de l'aide internationale ne contourne plus les producteurs locaux, mais les rémunère. Ce glissement, discret mais réel, modifie la dynamique de dépendance qui avait structuré l'économie du pays. Ces données ne racontent pas une victoire totale, ni une sécurité parfaite. Elles dessinent une transition mesurable, une trajectoire fragile mais cohérente. Elles rappellent aussi une vérité simple. Dans un pays qui sort de la peur, chaque pourcentage gagné, chaque animal vacciné, chaque kilomètre rouvert vaut davantage qu'une déclaration solennelle. D'un côté, il y a ceux qui voient dans l'approche de Traoré une stratégie pragmatique, mais nécessairement fragile. Selon ce point de vue, le pari d'Ibrahim Traoré consiste à rétablir l'ordre militaire pour créer les conditions minimales de survie et de stabilité, avant que la société ne puisse se redresser. Les bataillons mobiles, les routes déminées et la réouverture des marchés
sont des signes tangibles d'un retour progressif à la normalité. Pour les partisans de ce modèle, la priorité est la sécurité, car sans elle, rien ne peut fonctionner. Mais cette approche présente un risque. L'État burkinabé dépend encore trop d'une intervention militaire directe, et cette stabilité est par essence précaire, tant que l'infrastructure sociale et économique demeure fragile. L'argument critique contre ce modèle repose sur la crainte que cette orientation ne devienne qu'une militarisation de la société, au détriment de la société civile. Si la priorité est donnée à la sécurité, qu'adviendra-t-il des droits individuels, de la liberté politique ou de la construction d'une société civile indépendante? Selon certains analystes, une telle approche pourrait étouffer toute véritable innovation sociale, transformant le pays en une forteresse où les citoyens sont plus spectateurs que participants à leur propre avenir. Le rétablissement de l'ordre, sans une transformation plus profonde des structures de gouvernance, risque de maintenir un statu quo où la liberté et l'autonomie restent limitées. Cependant, l'opposition à ce modèle oublie une donnée fondamentale. La transition ne pourrait pas avoir lieu sans d'abord établir une base de sécurité solide. Ce qu'Ibrahim Traoré a fait, c'est d'offrir à son peuple une première étape tangible de reconstruction. Ce qui, dans un pays à la dérive, est déjà un exploit. La question qui se pose est de savoir si cette phase de sécurisation peut réellement se traduire par une société autonome et durable à long terme, ou si elle n'est qu'un palliatif temporaire qui pourrait ne pas suffire à enrayer la dépendance à l'aide extérieure. Une bascule se produit. Au milieu de la reconstruction, un détail apparemment mineur révèle un changement bien plus profond. Le bruit des armes a progressivement été remplacé par celui des troupeaux et des moteurs de pompe. Ce déplacement sonore, presque imperceptible au début, marque la transition d'un pays qui ne vit plus dans l'urgence permanente, mais dans un effort patient de reprise. Dans plusieurs villages du Sahel, les kits distribués, un bouc, 2 chèvres, un sac de nourriture et un carnet vétérinaire deviennent des outils économiques plutôt que des dons symboliques. Les familles les utilisent pour reconstituer un revenu et non pour survivre au jour le jour. Cette logique, simple mais structurelle, transforme la distribution humanitaire en mécanisme de relance locale. Simultanément, les cliniques mobiles liées au système RAMU sillonnent des zones auparavant inaccessibles. Ce n'est plus une présence de crise, mais une présence régulière, presque routinière, qui consolide la confiance. L'État ne se contente plus d'éteindre les incendies, il revient s'asseoir au centre de la vie quotidienne. À ce point du récit, la question fondamentale n'est plus si le pays peut se relever, mais comment cette dynamique pourra être maintenue face aux tensions frontalières et aux défis climatiques. Les effets du acquis de la stratégie d'Ibrahim Traoré se mesurent non seulement en chiffres, mais dans la vie quotidienne des Burkinabés, divisés en 4 groupes. Les nouveau-nés, NN, les déplacés, nouvelles, DN, les nouveaux départs, ND, et les Keystone villageois, Tchouba. Les enfants nés après le début de la reconquête ont connu une réalité totalement différente de celle de leurs aînés. Ils grandissent dans un environnement où l'école n'est plus une promesse brisée, mais une routine sécurisée. Dans des villages comme Barcelogo ou Ouafigouya, des salles de classe réouvertes, sous l'œil attentif de soldats devenus garants de la tranquillité, symbolisent cette normalité retrouvée. Ils n'ont jamais connu la peur de l'attaque ou l'exode. Leur quotidien est marqué par l'absence de violence, ce qui leur donne un sentiment de sécurité durable, qui se traduit par des performances scolaires visibles. Les déplacés, souvent considérés comme les laissés-pour-compte du conflit, retournent progressivement chez eux. Pour ces familles, le retour n'est pas uniquement une question de logistique, mais de redécouverte d'un futur possible. Beaucoup de ces foyers sont dû reconstruire leur vie à partir de rien. Les chiffres parlent de plus d'1 million de déplacés rentrés, mais l'impact va au-delà des statistiques. Chaque maison retrouvée représente un espoir renouvelé. Les petits commerces
les marchés redéployés et les écoles ouvertes permettent à ces individus de renouer avec leur rôle dans la société. Cependant, leur retour est un défi permanent, un pied dans le passé et l'autre dans un avenir fragile, dépendant de la stabilité actuelle. Pour certains, la reconquête ne signifie pas simplement retourner à une vie antérieure, mais le début d'une nouvelle trajectoire. Ce sont les jeunes agriculteurs ou les entrepreneurs locaux qui saisissent l'occasion d'améliorer leur quotidien. Ils bénéficient du soutien de l'État et de l'international, notamment par le biais de programmes agricoles ou d'entreprises communautaires. Les résultats te sont visibles dans les marchés rénovés, les ateliers de production rurale et la circulation des biens. Mais ce groupe fait face à de grands défis. Les infrastructures doivent encore se stabiliser et la concurrence internationale sur les prix demeure une menace. Leurs nouveaux départs sont donc fragiles, mais porteurs de grands espoirs. Les Keystone villageois, ces habitants qui sont restés pendant toute la crise, sont les véritables héros invisibles de cette reconstruction. Ceux-ci ont tout perdu au début du conflit, mais ont persisté, souvent avec une confiance inébranlable dans l'idée de revenir. Leur rôle dans la reconstruction est fondamental, car ce sont eux qui, en cultivant, en élevant des enfants et en protégeant les anciennes structures sociales, ont permis à la réinstallation de commencer. Ils sont le ciment de cette résilience. Des femmes qui troquent du schiste, du mil contre des légumes, des jeunes qui réparent des véhicules dans des ateliers de fortune, et des anciens qui apprennent à une nouvelle génération comment survivre à un monde en constante évolution. Leur engagement est un pilier central de la réussite des efforts d'Ibrahim Traoré. Les résultats ne sont pas encore suffisants pour parler de stabilité totale, mais les chiffres ne sont qu'un aspect du retour à la normalité. La dynamique mise en place par Ibrahim Traoré commence à s'enraciner dans des gestes quotidiens, simples mais porteurs de sens. L'eau qui coule, l'école ouverte, les enfants qui jouent sans crainte. À l'horizon de 6 à 12 mois, 3 scénarios sont envisageables pour le Burkina Faso, chacun reposant sur des variables clés liées à la sécurité, l'économie et les dynamiques sociales. Ces trajectoires dessinent l'avenir du pays sous 3 prismes distincts: base, optimistique et worst. Dans ce scénario, la stabilité retrouvée permet de maintenir le cap sur la reconstruction. Les bataillons rapides continuent de sécuriser les principales routes et villages, et la production agricole progresse régulièrement grâce au plan agropastoral. L'État reste présent, mais sous une forme moins intrusive, tandis que les services publics, écoles, cliniques mobiles, continuent à se déployer dans les zones rurales. Les déplacés internes continuent à rentrer, bien que de manière plus lente, et les marchés locaux restent en croissance, avec des excédents modérés en produits alimentaires. Ce scénario, bien que fragile, garantit un minimum de stabilité et de développement économique. La capacité de gouvernance se renforce progressivement, mais la dépendance à l'aide internationale reste élevée. Dans une évolution favorable, les investissements dans l'agriculture et les infrastructures économiques commencent à produire des résultats tangibles. La production vivrière atteint un niveau suffisant pour permettre au pays de réduire encore ses importations alimentaires. Les jeunes, désormais moins enclins à l'exil, trouvent des opportunités de travail dans des projets agricoles locaux et dans des entreprises en expansion. Les relations avec les voisins, notamment le Mali et le Niger, s'améliorent, facilitant la coopération régionale. Le soutien extérieur, bien que réduit, est réorienté vers des programmes de développement plus autonomes, axés sur le renforcement des capacités locales. Ce scénario offre au Burkina Faso la possibilité de dépasser la simple survie pour entrer dans une phase de croissance, marquée par une réduction de la pauvreté et une meilleure qualité de vie pour la population. Dans le pire des cas, plusieurs éléments externes et internes pourraient provoquer une régression du pays. Les attaques terroristes se multiplient aux frontières, rendant certaines zones à nouveau inaccessibles. Cette instabilité pourrait entraîner un réafflux de déplacés et un recul dans les zones rurales. Les tensions internes, exacerbées par la fatigue sociale et l'épuisement des ressources, pourraient s'intensifier. L'économie, encore fragile,
pourrait se retrouver coincé entre la nécessité d'une aide extérieure et la lenteur des réformes économiques. Les tensions sociales, conjuguées à une militarisation persistante, risqueraient de nuire à la cohésion nationale. Ce scénario entraînerait un retour à une situation de crise prolongée, où la survie, plutôt que le développement, deviendrait la priorité de la population. Le scénario le plus probable semble être celui d'une progression lente mais stable, avec des avancées limitées mais significatives dans la reconstruction. Toutefois, l'issue dépendra de la capacité de l'État à maintenir l'équilibre entre sécurité et développement et à éviter l'épuisement des ressources humaines et matérielles. Le choix du modèle économique, moins dépendant de l'aide extérieure et plus autonome, sera décisif pour l'avenir du pays. À ce stade du récit, ce qui se joue au Burkina Faso dépasse largement les frontières du Sahel. Car derrière les indicateurs, les bataillons rapides et les marchés rouverts, se trouve une question plus universelle. Comment une société retrouve-t-elle la dignité lorsqu'elle l'a perdue? Pour un ouvrier européen confronté à l'incertitude économique, pour un agriculteur asiatique menacé par les sécheresses, ou pour un étudiant américain naviguant dans un monde instable, l'histoire burkinabé résonne comme un rappel fondamental. La souveraineté n'est pas un luxe politique, mais un besoin humain élémentaire. Les femmes de Barcelogo qui puisent l'eau sans escorte, les jeunes de Dori qui réparent des motos dans des ateliers improvisés, les mères de qui servent un repas composé d'ingrédients locaux à leurs enfants. Ces gestes simples incarnent une vérité universelle. Quand le quotidien redevient maîtrisable, même un pays meurtri peut se redresser. Et c'est précisément cette idée qui interpelle chacun de nous. La stabilité collective commence toujours par des actions modestes, répétées, souvent invisibles. Pour le spectateur extérieur, deux pistes de réflexion émergent. La première, observer comment les sociétés reconstruisent leur résilience non par des slogans, mais par la cohérence des gestes. Cela vaut pour n'importe quel pays confronté à la précarité ou aux défis écologiques. La seconde, comprendre que la dépendance n'est jamais un état naturel. Lorsqu'un peuple décide de redevenir acteur de son propre destin, même avec peu de ressources, l'impulsion initiale vient rarement d'une institution, mais d'une volonté quotidienne. Le Burkina Faso rappelle que la dignité humaine s'exprime dans la routine retrouvée. Et cette leçon, discrète mais puissante, touche bien au-delà des terres du Sahel. Pour que les résultats observés depuis 2022 deviennent durables, le Burkina Faso doit suivre une trajectoire structurée où chaque acteur, État, commune, famille, coopérative, joue un rôle précis. Cette consolidation repose sur 5 étapes clés déjà amorcées mais nécessitant une mise en œuvre continue dans les 12 prochains mois. Les patrouilles mixtes, armées, police, volontaires civils, doivent maintenir une présence visible dans toutes les zones reprises. Leur mission est double, prévenir les infiltrations et garantir que les écoles, marchés et cliniques restent ouverts. Indicateurs, nombre de localités conservant leurs services essentiels qu'à 90 jours d'affilée. Le registre social unique doit intégrer chaque famille rapatriée. L'enregistrement massif permet d'éviter les ménages invisibles qui échappent aux aides, aux écoles ou aux programmes de santé. Indicateurs, pourcentage de foyers enregistrés dans les 30 jours suivant leur retour. Prolonger le plan agropastoral jusqu'en 2027 est indispensable. Cela implique d'entretenir les systèmes d'irrigation, de distribuer des semences locales, et de former une nouvelle génération d'agriculteurs. Indicateurs, volume de production vivrière par province et capacité à maintenir un excédent. Le système RAMU et les cliniques mobiles doivent atteindre les cadres de couverture annoncés. Sans soins de soins accessibles, retour des déplacements, baisse de productivité et fragilisation des communautés. Indicateurs, ratio, patient, signalement par zone visitée chaque mois. La transparence doit devenir un réflexe. Les communes publieront leur bilan trimestriel, projets réalisés, ressources dépensées, obstacles identifiés. Indicateurs, régularité des rapports et résolution des retards. Ces étapes ne sont pas spectaculaires,
mais leur accumulation crée la continuité recherchée. Un État qui ne promet pas, mais qui tient. Au crépuscule, à Barcelogo, la même scène se répète chaque soir. Mariam ferme doucement la porte de sa salle de classe, puis traverse la cour où la poussière dorée flotte encore dans l'air chaud. Ce moment, presque silencieux, dit plus que n'importe quel discours. C'est là que se mesure la transformation menée sous Ibrahim Traoré, non dans les cérémonies, mais dans les gestes qui reprennent leur place. Sur le chemin du retour, elle croise un jeune réparateur qui éteint son fer à souder, un marchand qui range les derniers sacs de mil et une mère qui rappelle son enfant avant la tombée de la nuit. Chacun accomplit une routine qu'il croyait perdue. Chacun participe à la même leçon. La stabilité se reconstruit toujours depuis le bas, depuis les mains qui persistent. Le capitaine devenu chef d'État n'a pas imposé une vision abstraite. Il a remis en mouvement ce qui avait cessé de tourner. Et si les défis restent immenses, une vérité traverse les villages. Un pays renaît quand les habitudes reprennent. La dignité recommence par un geste répété. Au Sahel, c'est ce geste-là qui, chaque jour, tient le pays debout. À l'échelle du Sahel, l'histoire du Burkina Faso rappelle que la stabilité ne naît pas seulement des décisions politiques, mais des liens tissés entre les individus. Les marchés rouverts, les écoles silencieuses au petit matin et les ateliers coquilles qui reprennent vie composent un paysage où la souveraineté n'est plus un slogan, mais une pratique quotidienne. Cette transformation n'a rien de spectaculaire. Elle repose sur des milliers de gestes modestes qui, mis bout à bout, redonnent une direction au pays. Pour celui qui regarde de loin, suivre cette trajectoire, c'est comprendre qu'un peuple peut reconstruire son espace vital à partir du peu qu'il possède. C'est aussi accepter que la dignité collective dépend de la volonté individuelle, de cette capacité à recommencer même quand tout semble perdu. Si ce récit vous parle, si les parcours de Mariam, d'Abdoulaye ou des familles revenues dans leur village éclairent autrement votre regard sur l'actualité du Sahel, alors il reste un simple geste. Continuez à observer, comprendre, partager et donner de la valeur à ces efforts parfois invisibles. Dans un monde inquiet et fragmenté, que signifie pour vous reconstruire depuis le sol ?